La mondialisation est souvent présentée comme un obstacle, sinon au développement, du moins au développement durable. D'un côté, baisse de la pauvreté, de l'autre, croissance des inégalités et dégradation de l'environnement. Promouvoir le travail décent et la croissance économique est un des 17 objectifs de développement durable, les ODD, à atteindre d'ici 2030. Plus précisément, c'est le 8e. Le 17e, quant à lui, pose la nécessité de développer des partenariats. Il cible l'ouverture à l'échange sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, et le doublement de la part des pays les moins avancés dans les exportations mondiales. Mais la promotion du commerce international est-elle compatible avec celle du travail et de la croissance à long terme? La réponse n'est pas évidente. Certes, les pays qui ont vu leur commerce augmenter le plus rapidement sont aussi ceux qui ont bénéficié de taux de croissance élevés. Ils ont réduit la pauvreté et développé des infrastructures. On pense notamment aux pays de l'Est asiatique. Mais les conditions de travail n'ont pas toujours suivi. Ainsi, l'irresponsabilité des firmes multinationales implantées dans les zones franches d'exportation est souvent montrée du doigt par les ONG ou les syndicats. En amont même de l'industrie, le travail des enfants, voire le travail forcé, reste trop fréquent dans l'agriculture, l'extraction minière ou les activités domestiques. En effet, le travail à bas coût est l'avantage comparatif des pays en développement. Il est donc tentant de le surexploiter, quitte à ralentir les progrès sociaux qui devraient pourtant accompagner la croissance. Cette crainte n'est pas nouvelle. Dès 1947, 53 pays signaient la Charte de La Havane qui, dans son article 7, reconnaissait que l'existence de conditions de travail non équitables dans les secteurs exportateurs créait des difficultés aux échanges internationaux. Les signataires redoutaient ainsi que la concurrence internationale déclenche un processus de moins-disant social, un alignement vers le bas. Mais ce traité ne sera pas ratifié. Il sera remplacé par un accord moins ambitieux, l'accord général sur les tarifs et le commerce, le GATT, qui ne reprend pas cette préoccupation. Seul le travail dans les prisons est évoqué dans un article 20 un peu fourre-tout. Les juristes pourraient peut-être trouver dans cet article ou dans le préambule du GATT des arguments pour sanctionner des pays qui violeraient les droits fondamentaux. Mais aucun pays ne s'est jamais risqué à porter plainte. Et lorsque l'OMC est créée en 1995, rien de plus n'est dit sur le lien entre le commerce et le travail. À la conférence ministérielle de Singapour en 1996, les membres s'engagent bien à respecter les normes fondamentales de travail internationalement reconnues, mais c'est pour mieux envoyer le sujet à l'Organisation internationale du travail, l'OIT, qui, contrairement à l'OMC, n'a pas de réel pouvoir de sanction. En effet, pour beaucoup, puisque la libéralisation du commerce favorise la croissance, elle promeut aussi le progrès social. Introduire des normes contraignantes dans les règles du commerce international serait donc non seulement inutile, mais encore contre-productif en remettant en cause l'avantage comparatif des pays en développement à bas salaire. En d'autres termes, introduire des normes de travail serait un protectionnisme déguisé de la part des pays riches. Cet argument un peu simpliste peut être tourné. Comment peut-on promouvoir une croissance durable si on continue, par exemple, à détourner les enfants de l'école et à épuiser les travailleurs? Pour donner suite à la conférence de Singapour, l'Organisation internationale du travail définit en 1998 4 normes fondamentales que les pays membres doivent respecter. Toutefois, elle ne se donne pas les moyens de les sanctionner. Ces normes fondamentales concernent le travail des enfants, le travail forcé, la non-discrimination et le droit à la négociation collective. 8 conventions sont concernées, dont une créée à cette occasion et qui concerne les pires formes de travail des enfants. Aujourd'hui, cette dernière a été ratifiée par la quasi-totalité des pays. 3/4 des pays ont ratifié les 8 conventions, ce qui, en termes de droit international, les engage. Peut-on parler de succès? Non, puisque la seule contrainte est morale. Manifestement, beaucoup de ces pays ont une conception très restrictive de leur engagement. Inversement, des pays a priori insoupçonnables, comme l'Australie, le Japon ou la Nouvelle-Zélande, ne les ont pas toutes ratifiées. 2 seulement l'ont été par les États-Unis, 4 par la Chine. Si l'OMC a exclu la question du lien entre le travail et le commerce, le sujet s'est retrouvé dans la négociation des traités de libre-échange entre pays ou groupes de pays. Ainsi, dès 1993, le Congrès américain conditionne la ratification du traité de libre-échange avec le Canada et le Mexique, l'ALENA,
à des accords parallèles sur le droit du travail et l'environnement. Depuis, le Congrès exige que les négociations commerciales incluent un volet social et environnemental. Il a ainsi retardé la ratification de l'accord avec la Colombie, jugée trop complaisante avec l'assassinat de syndicalistes. Mais si les États-Unis ne peuvent imposer la ratification des conventions fondamentales, qui n'ont pas eux-mêmes ratifié, les chapitres sur le travail vont parfois plus loin. Ils peuvent traiter des salaires, des normes de sécurité ou de la durée du travail. D'autres pays, comme le Canada ou le Chili, ainsi que l'Union européenne, ont suivi les États-Unis en incluant dans leur traité un chapitre relatif au travail et à l'environnement. L'explosion du nombre de traités de libre-échange depuis 20 ans a ainsi permis de contourner les blocages à l'OMC. Ces clauses font généralement référence à l'OIT, la déclaration de 1998 sur les droits fondamentaux, mais aussi celle de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, qui introduit le concept plus large et moins juridique de travail décent. Aujourd'hui, 86 traités notifiés à l'OMC incluent des clauses relatives au travail, soit environ 30% du total. Une soixantaine aborde la question sous l'angle du moins-disant social, en stipulant que le traité de libre-échange ne doit pas conduire à abaisser les lois sur le travail. Ainsi, par exemple, le traité de l'Union européenne avec le Canada, le CETA, consacre un chapitre au commerce et un autre à l'environnement. Il est certes peu contraignant, mais il a néanmoins conduit le Canada à ratifier la Convention 138 de l'OIT sur l'âge minimum. On peut également ajouter à ces traités le système généralisé de préférence, qui permet aux pays industriels d'accorder des avantages commerciaux aux pays en développement et qui peuvent être conditionnés au respect des droits humains fondamentaux qui incluent le travail. Ainsi, l'Union européenne accorde des avantages supplémentaires, ce qu'on appelle souvent des sanctions positives, à des pays qui s'engagent à respecter des normes plus strictes. Ces dispositions sont-elles suffisamment contraignantes? Pas vraiment. Quand les accords prévoient des sanctions ou de recourir à une procédure de règlement des différends, soit une cinquantaine d'entre eux, cette possibilité est rarement utilisée. Nous avons montré ailleurs que, faute d'être plus contraignantes et leur mise en œuvre mieux contrôlée, elles n'avaient pas d'effet significatif sur les pratiques sociales. Ces dispositions sont-elles pour autant inutiles? Peut-être pas. Elles répondent aux inquiétudes et à la pression de la société civile, ONG et syndicats. En retour, elles leur donnent une certaine légitimité et favorisent leur mobilisation contre les pratiques les plus condamnables. Dans le climat actuel, devenu plus attentif aux effets indésirables de la mondialisation, elles contribuent donc à inciter les entreprises et les États à être plus attentifs au respect des droits fondamentaux des travailleurs.